Merci. Tout d'abord, excusez-moi, je vais vous parler en français, donc j'espère que vous avez des traductions à disposition. Merci pour votre accueil. Merci à la DNA et à Stéphane Kohler d'avoir invité l'UEFA et donc la France à témoigner dans ce tour de table, si je puis dire, des grands voisins de l'Allemagne qui doivent concourir à cette question difficile de la sécurité d'approvisionnement. Alors j'interviens effectivement après plusieurs speakers qui ont développé leur point de vue sur les questions. Donc je vais essayer également de me centrer un peu sur les spécificités, tout au moins de vous faire sentir un peu, je dirais, le regard français que porte la France sur ces questions-là, puisque nous avons beaucoup cheminé depuis quelques années sur ces thématiques de la sécurité d'approvisionnement. Alors tout d'abord, je dirais qu'on se réjouit que cette question, qui jusqu'alors était relativement peu traitée, figure parmi les priorités au niveau européen. Et on voit bien qu'après les objectifs liés, ou les directives liées à la concurrence, celles liées au climat, qui sont évidemment très importants, cette question de sécurité d'approvisionnement remonte, si on peut dire, dans les priorités au plus haut niveau, au niveau européen, et c'est une très bonne chose. Alors on peut se demander pourquoi, mais il est assez simple, l'actualité nous donne des bonnes raisons. Je prendrai deux exemples qui sont tout à fait d'actualité. Alors pas dans l'électricité, mais dans le domaine du gaz, la crise de l'Ukraine autour de l'approvisionnement du gaz a mis tout à fait le feu de l'actualité sur cette question-là. Et puis, en matière d'électricité, cette fois-ci, la situation très spécifique de la Belgique qui s'apprête à traverser un hiver extrêmement difficile et d'ailleurs qui va lier bien sûr à son programme également de retrait de centrales de production nucléaire, de son parc de production. Et donc, on sait que l'équilibre offre-demande en Belgique va être très périlleux cet hiver. Et les Belges s'apprêtent à subir donc un certain nombre de coupures, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Donc on voit bien que cette question de la sécurité d'approvisionnement n'est plus du tout théorique, mais qu'elle est pratique. Et je dois ajouter d'ailleurs qu'en France, RTE, notre transporteur qui fait donc les prévisions d'équilibre offre-demande à moyen long terme, si on peut dire, fait un exercice donc régulièrement chaque année et prévoit aussi en France des difficultés possibles. C'est toujours pareil, en matière de sécurité d'approvisionnement, rien n'est tout à fait sûr, c'est une question de risque, mais ça oblige au moins en France, on a une pratique d'assez longue date de fixer des taux de risque finalement sur des risques donc, de coupure qui sont complètement spécifiés et c'est par rapport à ces critères que le bilan prévisionnel de RTE permet de savoir si nous sommes en risque ou si au contraire nous avons des réserves pour passer l'hiver. Alors RTE, de ce point de vue-là, prévoit des difficultés, non pas cet hiver, mais l'hiver prochain, donc on voit que c'est tout à fait proche. Ce qui est aussi assez nouveau, si je puis dire, dans notre paysage, puisque nous étions aussi habitués à un certain confort, ou en tout cas des marges suffisantes pour éviter ce type de risque. Alors, par ailleurs, alors ça a déjà été cité, on peut voir qu'il y a des dysfonctionnements, je les appelle comme tels, des dysfonctionnements structurels sur le marché de l'énergie, sur le marché de l'électricité en Europe, et que ces dysfonctionnements sont de nature à menacer la sécurité du système. Alors c'est assez simple, ça a été déjà indiqué. Il y a d'une part un double effet, si je puis dire, d'une part en matière de politique de réduction des émissions de CO2, on a assisté sur le marché du carbone à une moindre émission de carbone, non pas parce que les comportements ont été plus vertueux, mais tout simplement parce que l'activité économique a baissé. Donc une forme de dépression, si je puis dire, sur le marché du CO2, et avec un excédent de quotas donc, qui a provoqué la baisse du prix du CO2. Et puis sur le marché de l'énergie et sur le marché de l'électricité en particulier, nous avons, dans la plupart des pays européens, développé, c'est le cas en Allemagne, mais dans beaucoup de pays, en tout cas ceux qui ont témoigné, développé des actifs de production dans le domaine du renouvelable qui produisent de l'électricité
en dehors de toute demande, si je puis dire, réelle sur le plan du système électrique. Donc quand il n'y a pas d'ajustement entre l'offre et la demande, eh bien, on a un surcroît de capacité. Donc c'est un des rares domaines industriels, je pense, où on développe des surcapacités subventionnées, qui coûtent d'ailleurs assez cher pour finalement créer des surcapacités. Donc on voit bien que cette situation provoque donc des bouleversements dans le marché de l'énergie. Alors, la prise de conscience a été faite, le merit order des centrales existantes est complètement bouleversé et on met en arrêt ou sous cocon un certain nombre d'actifs de production tout à fait opérationnels partout en Europe. C'est plusieurs dizaines de gigawatts, je crois que c'est de l'ordre de 60 gigawatts aujourd'hui, qui sont mis à l'arrêt, de centrales de cycle combiné gaz, par exemple, alors qu'ils sont relativement peu émetteurs de CO2. Et le paradoxe est qu'on a besoin de ces cycles combinés gaz, de ces outils de flexibilité pour faire face à la variabilité de la production des renouvelables. Donc on est dans un système qui ne reboucle pas. Et il est vrai qu'on peut se poser de questions. Alors, la représentante de la Pologne disait tout à l'heure, on pose la question de la transparence, effectivement, du prix. C'est une façon de poser le problème. Il faut quand même se dire qu'on est dans un système où les signaux économiques de moyen long terme pour réaliser des investissements, pour assurer la sécurité d'approvisionnement, ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Donc on a effectivement, de ce point de vue-là, des risques importants qui apparaissent. Alors, au niveau européen, on a tendance à traiter ce sujet à travers, ça a déjà été dit, mais je voudrais insister là-dessus, à travers la création ou le développement d'interconnexions, de réseaux. Alors, il ne faut pas sous-estimer effectivement l'importance des réseaux pour assurer un meilleur équilibre offre-demande, une forme de mutualisation à la plaque européenne, surtout quand on a des renouvelables de nature très différente. Donc, c'est évidemment un point très important. C'est des objectifs, donc 10% au moins, qui est un objectif un peu contraignant, et puis 15% dans le cadre des mécanismes d'intérêt commun. Très bien, mais on sait aussi, enfin tous les industriels, je pense, qui sont présents dans la salle, savent que la rapidité ou le délai nécessaire pour la construction de ces lignes est sans commune mesure avec la rapidité de l'apparition des risques de déséquilibre offre-demande sur nos systèmes. Donc, en d'autres termes, si nous attendons simplement de construire tous ces réseaux pour faire face aux problèmes de sécurité d'approvisionnement, nous risquons d'avoir des déconvenues très rapidement. C'est pour ça qu'il faut aller au-delà et nous poussons, nous, en tout cas, on l'a fait, l'UEFE l'a fait en France depuis plusieurs années, cette réflexion sur la réalité du marché de l'énergie dans le domaine de l'électricité, ses insuffisances et les moyens de régler ces problèmes. Alors, nous avons donc avancé sur ces réflexions jusqu'à obtenir que dans une loi française, on introduise effectivement un mécanisme de capacité dont la vocation est précisément de répondre, de donner le signal économique à moyen long terme pour réaliser des investissements nécessaires à la sécurité d'approvisionnement. Ce n'est en aucun cas un dispositif de subvention destiné à subventionner des centrales qui ne sont pas rentables. Je le dis parce que c'est souvent caricaturé de cette manière-là. C'est un mécanisme qui est un mécanisme de vocation de marché. Il a pour vocation de révéler le prix de la capacité, la valeur de la capacité et donc la valeur de cette puissance dans un système électrique et donc de réaliser les investissements nécessaires. S'il n'y a pas de besoin de capacité, ce marché ne donnera pas de signaux économiques pour faire des investissements. Et c'est bien comme ça. Inversement, si nous avons un déséquilibre et qu'il y a un vrai besoin d'investissement, alors ce marché de capacité révélera ce manque, en quelque sorte, et permettra de réaliser les investissements nécessaires. À noter également que ce marché de capacité a pour vocation de donner également une valeur économique aux effacements. Alors, on parle souvent dans l'ajustement offre-demande, il y a effectivement
le côté production, mais il y a également le côté demande. Et donc on voit bien que pour rechercher de la flexibilité, il faut agir des deux côtés. Et on a beaucoup de difficultés en France à trouver ce qu'on pourrait appeler un moteur économique, un intérêt financier à réellement agir sur la demande. Eh bien, ce marché de capacité a aussi pour vocation d'agir sur la demande et de créer finalement une incitation financière à jouer sur la demande et pas seulement sur la production. Donc c'est un système complètement bouclé qui a pour vocation à traiter aussi bien l'offre que la demande. Alors, j'en viens maintenant peut-être à nos réflexions communes avec nos voisins allemands. Donc on a depuis longtemps considéré qu'en France, il serait extrêmement limité, voire malsain, de vouloir créer un marché de capacité en dehors de toute considération européenne. Ce serait même parfaitement paradoxal de considérer que tout ce qui a trait à cette question de sécurité d'approvisionnement serait traité finalement en dehors d'une approche européenne ou à tout le moins en dehors d'une approche régionale. C'est pour ça que nous avons depuis plus d'un an maintenant entamé une coopération avec la DENA et puis plus récemment avec nos collègues de BDEW pour justement chercher à donner de la consistance finalement à une réflexion franco-allemande autour de cette question de la sécurité d'approvisionnement. Nous avons un président de la République qui a parlé, je pense que vous le savez, d'Airbus de l'énergie, constitué entre la France et l'Allemagne une forme d'Airbus de l'énergie. Bon, on a été un peu perplexe sur cette expression, on l'a pris plutôt sous un angle symbolique. Ça veut dire qu'effectivement, on veut donner un élan industriel à cette coopération autour de l'énergie. Alors nous avons répondu présent, et donc nos deux ministres, Ségolène Royal côté français et Sigmar Gabriel côté allemand, nous ont encouragés. On a eu des échanges, on a eu des lettres de leur part, nous incitant effectivement à développer cette coopération qui vient d'ailleurs appuyer l'axe politique avec le groupe de haut niveau qui a été mis en place entre la France et l'Allemagne autour de ces questions-là. Et on travaille évidemment sur deux axes majeurs qui est, un, l'intégration des renouvelables dans le marché. De ce point de vue-là, on se réjouit que l'Europe également ait évolué autour de la question des méthodes de subvention pour les énergies renouvelables qui constituent une partie du problème. Et donc ça fait partie effectivement comment peut-on bien intégrer des énergies renouvelables dans le marché et éviter que les énergies renouvelables viennent, si je puis dire, quelque part écraser un peu le fonctionnement du marché comme on le constate dans beaucoup de pays. C'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est évidemment traiter cette question de la sécurité d'approvisionnement, du marché de capacité, de la compatibilité des différentes approches possibles, en tout cas leur mise en cohérence et leur mise en soutien plutôt qu'en opposition, évidemment. Alors, comme en Allemagne également, il y a une réflexion qui est engagée à ce niveau-là, nous, on est très heureux de pouvoir contribuer, si je puis dire, de notre point de vue à cette réflexion. Et nos collègues de BDEW ont déjà, si je puis dire, élaboré, conçu un premier je dirais, cadre de ce que pourrait être un marché de capacité en Allemagne. Et le paradoxe est que même si nos situations entre France et Allemagne sont si différentes, de par notre histoire, si je puis dire, par la constitution de notre mix énergétique, mais aussi par les différences qu'il y a entre les politiques énergétiques entre nos deux pays, malgré ces grandes différences, et peut-être aussi parce que nous sommes dans une logique d'intégration européenne, on s'aperçoit qu'on a un certain nombre de réflexions qui convergent. Si vous voulez, pour faire simple, notre spécificité, c'est la pointe d'hiver, c'est là où nous se concentrent tous les risques, si je puis dire. En Allemagne, la spécificité, c'est l'ajustement, je dirais, en fonction de l'offre et de la demande et de la production des énergies renouvelables qui sont extrêmement variables
d'un moment sur l'autre. Mais au fond, que ce soit en hiver ou au courant de l'année, dès lors qu'il s'agit de déséquilibre entre l'offre et la demande, on doit traiter à peu près de la même façon. Et donc nos collègues allemands ont mis sur la table, si je puis dire, un projet autour des capacités ce projet a des caractéristiques très communes avec celui de la France. Je vais citer quelques éléments qui les rapprochent. Ce sont deux systèmes décentralisés. Vous savez qu'il y a deux manières de concevoir des systèmes de capacité, des méthodes centralisées et d'autres décentralisées. Les deux projets, en quelque sorte, sont bien de nature décentralisée. Ils s'inscrivent clairement en complément du marché énergie et pas en concurrence, entre guillemets. Donc c'est vraiment en complémentarité. Ils visent à responsabiliser tous les fournisseurs d'électricité. Ils sont sans subvention, ça c'est un point clé. Et ils sont ouverts à toutes les capacités, quelle que soit leur nature. Donc capacité, ça peut être capacité de production, y compris les ENR, mais c'est aussi capacité d'effacement. Donc c'est aussi un moyen très, très, très utile, etc. Donc on voit bien qu'il y a quelques éléments. Alors évidemment, il y a aussi des différences qu'on partage et qu'il faut identifier. Et donc cette réflexion commune devrait nous aider réciproquement, si je puis dire, à concevoir, enfin à évoluer, surtout au moment où l'Allemagne, je dirais, précise un peu ses intentions dans ce domaine-là. C'est l'objet du livre vert puis du livre blanc, et où en France, on est en plein examen d'une loi au Parlement qui aussi va apporter ces modifications sur la transition énergétique. Et donc, il est important de bien aider, si je puis dire, l'élaboration de ces nouveaux projets dans les deux pays. Alors, ce qui fait vraiment, je dirais, la distinction, c'est la nature même des outils de production qui coexistent maintenant dans nos différents parcs de production nationaux. Il y a d'un côté des moyens de production qui en anglais on dit low capex, high OPEX, c'est-à-dire qui ne coûtent pas très cher en investissement, mais qui coûtent assez cher en fonctionnement, du type des centrales à gaz dont je parlais tout à l'heure. Et puis à côté, des moyens de production qui sont au contraire high capex et low OPEX, que sont les renouvelables. Et on voit bien que la coexistence de ces moyens de production de nature très différente sur un marché provoque les déséquilibres que l'on connaît et sont de nature à être traités. Et donc la vraie question, c'est de savoir comment, au niveau européen, on peut avancer sur ces questions-là. Et est-ce que le marché intérieur de l'énergie tel qu'il est prévu au niveau européen, est-ce qu'il est suffisant pour traiter ces questions-là? Nous, on dit clairement non. Donc on assume notre point de vue sur cette question-là, mais il est important qu'au niveau européen, évidemment, on ait une réponse cohérente. Alors, je vais en rester là à ce niveau-là, puisque je crois qu'on va avoir une discussion qui permettra de préciser certains points. Mais on voit bien que cette question de la sécurité d'approvisionnement devient essentielle. Elle renvoie d'ailleurs à la question aussi, ça a été aussi évoqué plusieurs fois, de la question de la compétitivité, parce qu'on voit bien que tous les investissements qui sont à réaliser à la fois sur les réseaux, sur les parcs de production, sont considérables. Et donc, on ne peut pas, évidemment, traiter tous ces sujets importants sans avoir un regard particulier sur la compétitivité et de voir quel est, entre guillemets, le meilleur mix et les meilleurs dispositifs qui permettront d'optimiser ces investissements pour assurer la réussite de ces transitions énergétiques si importantes pour nos différents pays. Je vous remercie.